Qu'est-ce qui peut pousser un homme politique au suicide? Pierre Bérégovoy a gravi toutes les marches du pouvoir jusqu'à celle de Premier ministre, aux portes de la magistrature suprême. Pourquoi a-t-il choisi de mettre fin à ses jours au bord de ce canal le 1er mai 1993? Je ne demande aucune indulgence. Je n'interdis pas à la presse de publier un document qui lui parvient. Je me dis que chacun ait conscience que derrière cela, il peut y avoir la vie d'une famille, l'honorabilité d'un homme ou d'une femme, le destin, peut-être, parfois, de celui-ci ou de celui-là. Nous sommes autour de vous, madame, autour de vos enfants, de votre cercle de famille, avec le sentiment déchirant de ne pouvoir que vous accompagner sur le chemin qui reste à faire. Un signe, un regard, une certaine façon de se taire pour penser ou prier, le culte du souvenir et l'honneur d'être vos amis. Voilà bien tout ce que nous possédons pour vous aider à vivre l'absence. Et je pense à ces derniers mots du grand savant Jacques Monod que chacun répète en soi-même jusqu'à la fin. Je cherche à comprendre. Pénalement, il n'y avait absolument rien à lui reprocher. Tout le monde a le droit d'emprunter de l'argent, il ne manquerait plus que ça, qu'on ne puisse pas emprunter de l'argent à des amis. Le problème, c'était quel ami? Bon, vous m'entraînez là où je n'ai pas trop envie d'aller, mais au fond, quel est mon sentiment à moi? Mon sentiment, c'est que Bérégovoy, et je l'ai écrit, c'est un homme intègre. Et que cet homme, s'il n'était pas intègre, s'il était un voyou, s'il était un ficelle, s'il était un finatch, il s'arrangeait de cette histoire, et il s'arrangeait de l'image que ça lui a envoyée de lui-même. Et vous avez cité des noms qui se sont arrangés de tout ça. Vous savez, la politique, souvent c'est dur, hein. Dur, plus que dur, cruel, assassin. Quand le 2 avril 1992, Pierre Bérégovoy se rend à l'Élysée à la demande du président de la République, il sait que François Mitterrand l'appelle enfin à ce poste de Premier ministre, derrière lequel il court depuis 10 ans. L'ancien cheminot est convaincu qu'il a rendez-vous avec le destin. Mais derrière cette consécration, un peu tardive, c'est le sort qui est posté en embuscade. Pour l'instant, il goûte aux faveurs du président et à la joie de ses nouvelles fonctions. Il est si heureux que Match fait des photos tout à fait extraordinaires de lui en famille. D'ailleurs, on les a là. Regardez. Voilà, je ne sais pas ce que ça donne, mais on voit son bonheur qui est absolument total. James Sandanson, qui est un de ses amis personnels, qui est photographe d'agence, le suit et fait cette photo à Matignon. Alors il y en a d'autres. On voit ses petits-enfants qui sont sous son bureau. Si vous regardez son expression de visage, il a l'expression d'un enfant à qui on aurait fait un sublime cadeau. Son épouse est habillée comme une princesse, et les petits-enfants comme des petits princes, les petites filles adorables, petites robes bleues en Liberty, avec des grands cols Claudine. C'est le bonheur de Béret. Georges Pompidou était normalien, Raymond Barre, professeur d'économie, Jacques Chirac, Laurent Fabius et Michel Rocard, énarques. Pierre Bérégovoy ne possède aucun de ces laissez-passer de la méritocratie à la française. Personne ne conteste ses qualités intellectuelles, mais c'est un autodidacte et depuis qu'il est aux affaires, on ne manque pas de le lui rappeler. Pierre Bérégovoy, avant que la formule ne vienne à la mode, est un symbole, le symbole de la France d'en bas. Mais sa réussite dérange.
J'ai relu votre biographie, j'ai vu que vous aviez commencé dans la vie comme ajusteur-fraiseur avec un CAP, un simple certificat d'études. Non, un brevet élémentaire aussi. Un brevet élémentaire, Oui, bien. préciser quand même. Et puis au bout de quelques Important. années, vous vous retrouvez ministre de l'économie et des finances, qui est un poste fabuleux, très envié, très impressionnant. Alors comment arrive-t-on à avoir la compétence, quand on démarre comme ouvrier, pour être ministre de l'économie? Et comment peut-on imposer son autorité à une grande maison peuplée d'énarques? Est-ce que finalement ça ne devient pas un peu grisant et ça ne vous donne pas une certaine condescendance vis-à-vis des inspecteurs des finances et autres professeurs d'économie? Madame Claire, si j'étais sorti de l'ENA, est-ce que vous me poseriez la question? Non, bien sûr. D'origine modeste, Pierre Bérégovoy a dû travailler dès l'âge de 14 ans. À 17 ans, il rejoint la résistance. À la Libération, il se plonge avec passion dans la politique et le syndicalisme. Le Parti socialiste SFIO, Force ouvrière. Il est cheminot quand à 23 ans, il est appelé au cabinet d'un ministre socialiste. Il y reste 18 mois. Une expérience capitale pour ce jeune militant que la politique dévore. Sa rencontre avec Pierre Mendès France forge définitivement les convictions de Pierre Bérégovoy. Sa vie tout entière sera vouée à la politique. 1971 marque un tournant capital dans sa vie. François Mitterrand s'est emparé du PS. Pourtant, Pierre Bérégovoy s'en méfie. Mais très vite, sa rencontre avec celui qui symbolise le renouveau de la gauche non communiste est décisive. Il gagne la confiance de Mitterrand. D'abord dans l'ombre, travailleur infatigable, il devient rapidement indispensable. François Mitterrand lui confie les missions les plus délicates. C'est lui qui l'envoie renégocier le programme commun de la gauche avec les communistes. François Mitterrand sait qu'il peut compter sur cet homme qui lui sera fidèle jusqu'à la mort. En 1981, à l'approche des présidentielles, le candidat socialiste en fait son directeur de campagne. Mais les caméras lui préfèrent alors le jeune porte-parole du candidat, Laurent Fabius. La victoire de François Mitterrand le fait sortir de l'ombre. C'est au coude à coude avec l'ancien chancelier Willy Brandt qu'il défile derrière François Mitterrand au Panthéon. Le bras droit du candidat devient le bras droit du président. Il est nommé secrétaire général de l'Élysée. Un poste stratégique qui, dans la conjoncture d'alors, en fait un Premier ministre bis, doublant Pierre Mauroy. Pierre Bérégovoy est chargé de mettre en musique la politique du président. En 1982, la gauche prend le tournant de la rigueur. Pierre Bérégovoy est nommé ministre des Affaires sociales. Il est chargé de rétablir les comptes de la sécurité sociale, une mission impossible que l'ancien syndicaliste conduit avec succès, fort de ses talents de négociateur et de sa parfaite connaissance du monde du travail. Dès qu'il a été ministre, c'est-à-dire dès qu'il a quitté l'Élysée comme secrétaire général et qu'il est devenu ministre, alors il n'y a plus de limite dans son ambition. Oui, mais c'est pas péjoratif de ce que je dis, il faut bien comprendre. À partir du moment où il a été ministre, il a recherché, et c'était la démarche classique d'un militant comme Pierre Bérégovoy, il a recherché le pouvoir, l'endroit où on décide. Et à partir de ce moment-là, il a dit, bon, ben, c'est Premier ministre. Il va attendre 10 ans. Monsieur le Président de la République. En 1985, François Mitterrand préfère donner un jeune Premier ministre à la France. C'est Laurent Fabius. Pierre Bérégovoy reçoit en consolation le plus recherché des ministères, celui des Finances. D'abord accueilli fraîchement, il s'y impose en freinant l'inflation comme l'avait déjà fait Jacques Delors et en modernisant les marchés financiers bien au-delà de ses prédécesseurs. Il réconcilie les Français avec l'entreprise, défend leur pouvoir d'achat. Il est salué comme un grand ministre des Finances, très apprécié de ses troupes et de plus en plus du patronat. En 1988, François Mitterrand fait à nouveau appel à lui pour diriger sa campagne électorale. Mais le président réélu l'écarte à nouveau du poste de Premier ministre et lui préfère Michel Rocard, plébiscité par les Français. Pierre Bérégovoy
retrouve le ministère des Finances, ses habitudes, ses convictions et la reconnaissance internationale de ses pairs. Rocard remercié au printemps 1991, François Mitterrand, qui sent l'opinion lui échapper, joue son va-tout en nommant une femme à Matignon. C'est un échec. Il est indigné que ce soit Édith Cresson. Alors, il va d'ailleurs s'employer, tout au long des quelques mois où Madame Cresson sera Premier ministre, il va s'employer à lui savonner la planche. Et là, il se dit ça, et ça j'en ai parlé avec lui à l'époque, il se dit ça sera forcément moi, parce que, non pas parce que je suis le meilleur, ou parce que Mitterrand m'aime plus que les autres, il se dit ça sera je ris parce que c'était tellement, là il était tellement sûr de ça, et moi aussi d'ailleurs, ça sera tellement moi parce que les carottes sont cuites. En avril 92, Mitterrand appelle enfin Pierre Bérégovoy au poste de Premier ministre. Pierre Bérégovoy est sans illusion sur ce rendez-vous trop tardif avec l'histoire. Il sait qu'il a la confiance des Français. Il ne sait pas que cette mission lui sera fatale. Il est sans illusion. Il sait que les élections seront perdues, que l'échec électoral est à peu près inévitable. Ce qu'il voudrait, ce qu'il ambitionne, c'est que cet échec électoral soit tout de même aussi limité que possible. Il pense que la gauche est profondément atteinte moralement et qu'elle est profondément atteinte politiquement. Moralement parce que c'est la période des affaires, perquisition au Parti socialiste, un certain nombre de procédures qui mettent la gauche en difficulté. Et il y va à la main d'Es-France 54, en disant on a un an de survie, alors allons-y, essayons de régler ces questions-là. Le 8 avril, Pierre Bérégovoy présente son programme de politique générale devant le Parlement. Il surprend les élus par la violence de son discours. Chômage, insécurité, corruption, voilà les trois fléaux qui démoralisent la société française. On soupçonne certains hommes publics de s'être enrichis personnellement de manière illégale. S'ils sont innocents, ils doivent être disculpés. S'ils sont coupables, ils doivent être châtiés. Dans tous les cas, la justice doit passer. Mais je voudrais être plus clair encore. J'entends vider l'abcès de la corruption. S'il vous plaît. Devant cette charge inattendue, l'opposition proteste avec véhémence au cri de tapis, tapis. Bérégovoy perd son contrôle et commet une maladresse. J'ai ici une liste de personnalités dont je pourrais éventuellement vous parler. Je m'en garderai bien. Asseyez-vous, monsieur Mazot. Asseyez-vous. Je ne vous ai pas donné l'autorisation. Asseyez-vous. Il est quand même incroyable qu'on ne puisse pas écouter la déclaration d'un Premier ministre et que vous comportiez de cette manière. Monsieur le Premier ministre, quel est votre souhait? Monsieur Bayrou, asseyez-vous, s'il vous plaît. Avec l'autorisation du Premier ministre. C'est comme ça, ça ne peut pas être autrement. Vous laissez peser certains soupçons qui me rappellent, car j'ai votre âge, un ancien régime qui est celui de Vichy. Je vous somme, monsieur le Premier ministre, de faire connaître la liste des noms qui figurent sur cette liste. Pour la première fois dans l'hémicycle, un Premier ministre prononce le mot de corruption. En levant ce tabou, il s'aliène de nombreux élus, et pas seulement à droite. La politique française se finance encore en grande partie d'expédients. Ce faux pas va lui coûter cher. Plus tard, la presse saura opportunément le lui rappeler. Très vite, les premiers nuages s'amoncellent sur son gouvernement. La gauche est rattrapée par les affaires.
En mai, le tout nouveau ministre de la Ville, Bernard Tapie, l'homme d'affaires entré en politique, le gagneur, est menacé d'une mise en examen et doit démissionner. En juillet, c'est au tour d'Henri Emmanuelli, le président de l'Assemblée nationale, ancien trésorier du Parti socialiste, qui doit répondre devant la justice des financements de son parti. Vous menez un combat contre la corruption. On le voit bien, vous l'avez dit, vous prenez des décisions, et ce combat est pollué par tout ce qu'on voit en ce moment et par ces affaires qui traînent. Je ne crois pas que ce combat soit pollué, parce que voici longtemps que je pense qu'il faut rendre plus transparentes les relations de l'argent avec la société. Pour lui, c'est une préoccupation profonde, pas seulement politique. Certes politique, lutter contre un climat délétère qui atteignait directement la majorité, le président, un certain nombre de grandes personnalités de la majorité, mais aussi pour des raisons profondes. Il ne supporte pas, et il ne supportera pas qu'il puisse y avoir ainsi un soupçon sur le fondement même de la vie politique, de la démocratie. Pour lui, il doit y avoir de la clarté dans les relations entre le monde de l'économie et le monde de la politique. Moi, personnellement, je suis de ceux qui pensent qu'il faudrait supprimer le financement des partis politiques à partir des entreprises, car une entreprise, c'est pas un citoyen, c'est pas un philanthrope. Si elle donne quelque chose, c'est parce qu'elle espère, à un moment donné, avoir un retour. Obsédé par l'importance croissante des affaires, Pierre Bérégovoy veut à tout prix moraliser la vie politique française. La transparence est devenue son credo. Il fait désormais de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Il dépose un projet de loi sur le financement des partis politiques. Lorsqu'il propose la loi anticorruption, il a tout le monde contre lui, y compris le Parti socialiste. Et d'ailleurs, c'est une loi qui passe au Parlement avec 4 ministres présents et sur lesquels il faut sans cesse revenir pour éviter les amendements. Et le Parti socialiste, comme les autres, refuse le financement public des partis. À partir de l'automne 92, il me dit régulièrement « le socialisme est foutu dans ce pays ». C'est paradoxalement cette campagne contre la corruption qui va être à l'origine de la chute de Pierre Bérégovoy. En novembre, on commence à nous dire, à nos journalistes politiques, il va y avoir un scandale au sommet de l'État, un personnage très important, on ne nous dit pas tout de suite qui, une affaire sur les bras, ça va être difficile pour lui de se dépatouiller, Mitterrand est très emmerdé, voilà. Et puis j'apprends qu'il s'agit de Bérégovoy. Et il se trouve que comme ministre de l'Intérieur, j'ai eu l'information assez vite, et j'ai eu l'information que cette rumeur circulait et qu'elle allait être rendue publique par les journaux, et j'en ai informé personnellement Pierre Bérégovoy. Je peux vous dire que c'était un moment très difficile, parce que j'ai vu un homme totalement brisé, non pas par l'information sur laquelle il s'est expliqué à maintes reprises, mais il a tout de suite imaginé de quelle façon on allait essayer dans le combat politique dur du moment de le salir. Le bruit n'est pas nouveau. Lors des élections municipales de 1989, il est déjà sur la place publique. Un clerc de notaire indélicat a révélé à l'opposition que Pierre Bérégovoy a bénéficié d'un prêt avantageux pour l'acquisition de son domicile parisien en 1986. Pourquoi le Premier ministre n'a-t-il pas immédiatement coupé court au retour de cette rumeur ? Il a d'autres choses à fouetter, beaucoup plus importantes, et donc il ne se consacre pas à ses affaires personnelles, il les minimise, et en effet, il trouve quelques arguments pour dire, au fond, cette affaire n'a pas d'importance, on verra bien le jour venu. Elle le rattrape 4 mois plus tard, le 2 février 1993. Pierre Bérégovoy est informé par ses collaborateurs que le Canard enchaîné s'apprête à révéler le prêt d'1 million de francs sans intérêt que lui a fait Roger Patrice Pelat pour acheter son appartement parisien. Ce qui n'était qu'une rumeur devient un scandale. L'affaire Bérégovoy commence. Le mardi matin, précédant la sortie du fameux numéro du Canard enchaîné, il m'appelle et il me dit « Gérard, il faut que je te parle, il faut que tu viennes me voir tout de suite. » J'étais en train de faire quelque chose, je lui dis « Vraiment tout de suite, ça ne peut pas attendre l'heure du déjeuner, je viens de voir à l'heure du déjeuner. » « Non, viens tout de suite. » Je dis « Bon, j'arrive. » Je descends, je prends la voiture qui était sur le parvis de TF1 et je file directement à Matignon. J'entre dans la cour de Matignon, je suis conduit à son bureau et je me retrouve dans son bureau en tête-à-tête. On s'assied dans les canapés qu'il y a devant son bureau
Et il me dit, il m'arrive une catastrophe, regarde ce qui va paraître cet après-midi dans le Canard, enfin ce qui va paraître demain dans le Canard enchaîné, mais que tu aurais vu dès cet après-midi. Et à ma grande stupeur, puisque moi je n'avais jamais entendu parler de l'histoire du prêt, je lis l'article du Canard enchaîné. Oh, je lui dis, mais c'est terrible, quoi. Ma réaction instantanée. Moi qui suis un journaliste politique qui a assisté à la naissance d'un certain nombre d'affaires ou de scandales et tout, je vois bien tout de suite l'importance du truc. Ça fait tilt dans ma tête. Je me dis, 1 million, Roger Patrice Pelat, pour le Premier ministre, quel scandale. Ça va, c'est une bombe, quoi. Compagnon de captivité de François Mitterrand, puis son chef de réseau dans la Résistance, Roger Patrice Pelat, fils d'ouvrier, est devenu après la guerre un homme d'affaires prospère et l'associé du frère du futur président. L'amitié entre ces deux compagnons d'armes est restée forte. Patrice Pelat dépense sans compter dans les campagnes politiques de son ami. Les deux hommes partagent aussi ce même goût des femmes qui noue leur intimité. Une proximité telle qu'en 1981, à l'Élysée, le personnel l'a surnommé le vice-président. C'est à l'Élysée que Pierre Bérégovoy a rencontré Roger Patrice Pelat. Entre ces deux hommes du peuple, le courant est passé immédiatement et une amitié s'est construite entre les familles. En 1989, lorsque Bérégovoy est ministre des Finances, Roger Patrice Pelat s'est trouvé au centre d'un scandale financier majeur, l'affaire Péchinet-Triangle, pour laquelle il a été inculpé de délit d'initié en compagnie du directeur de cabinet de Pierre Bérégovoy, ancien conseiller de l'Élysée, Alain Boublil. Mis en cause, Pierre Bérégovoy doit aller défendre son intégrité devant la commission des finances de l'Assemblée nationale. Toute la vérité doit être connue. Il n'y aura pas d'étouffement de ce dossier. Très affecté par cette mise en examen, Patrice Pelat meurt brutalement en mars 89 d'un accident cardiaque. 3 ans plus tard, c'est la personnalité sulfureuse du défunt qui déclenche l'engrenage infernal qui va broyer Pierre Bérégovoy. Fin mars 1992, quelques jours avant la nomination de Pierre Bérégovoy à Matignon, au Mans, par le plus grand des hasards, le juge Thierry Jean-Pierre est saisi d'une affaire de fausse facture impliquant une entreprise de travaux publics. Ce jeune magistrat s'est fait connaître par sa lutte contre la corruption politique. L'année précédente, alors qu'il enquêtait sur les financements du Parti socialiste, il s'est vu brutalement retirer l'affaire à la demande du ministère de la Justice. Depuis, il a de toute évidence un compte à régler avec les socialistes. Enfin, la première contradiction des socialistes à l'époque, c'est l'argent. Clair, c'est l'argent, la contradiction du pouvoir socialiste. Ce qui s'est passé autour de François Mitterrand, ce qui s'est passé dans un certain nombre d'officines du Parti socialiste, c'est le maniement de l'argent sale, alors que par ailleurs, on professait exactement l'inverse. Et qu'en 81, si les socialistes ont été élus, c'est précisément parce qu'il y avait une certaine idée de l'éthique. Et que j'étais électeur socialiste en 81, j'ai voté Mitterrand en 81, donc j'ai voté Mitterrand pour ça. Et quelle erreur, on a l'impression d'avoir eu affaire à des séminaristes égarés dans les salons de Madame Claude. Après plusieurs mois d'enquête, le 13 janvier 1993, le PDG de la Société de Travaux Publics avoue aux magistrats que ces fausses factures ont servi à camoufler des travaux pharaoniques réalisé gracieusement dans le château de Roger Patrice Pelat. Un cadeau de plus de 20 millions de francs en récompense de son intervention auprès du gouvernement. L'affaire concerne la construction d'un fastueux complexe hôtelier en Corée du Nord. La garantie du ministère des Finances était nécessaire pour que cette entreprise de travaux publics française décroche un contrat de plus d'1 milliard de francs et un prêt pour les travaux. Le fantôme de Roger Patrice Pelat offre enfin au juge Thierry Jean-Pierre l'occasion de prendre sa revanche. Le 30 janvier 1993, Le Point révèle opportunément cette affaire. À 2 mois des élections législatives dont Pierre Bérégovoy doit conduire la campagne, l'hebdomadaire s'interroge. Cette enquête diligentée contre un mort ne vise-t-elle pas les vivants? Quelques jours auparavant, le juge Jean-Pierre a perquisitionné au siège de la banque dans laquelle Patrice Pelat tenait ses comptes. Il s'est fait remettre tous les relevés de chèques du défunt d'un montant égal ou supérieur à 1 million de francs. Au milieu de ces chèques, il tombe sur le chèque d'1 million de francs qui a permis à Pierre Bérégovoy d'acheter son appartement du 16e arrondissement. En traquant Roger Patrice Pelat, Thierry Jean-Pierre a trouvé le Premier ministre.
l'information arrive miraculeusement au Canard enchaîné. Donc en effet, ça va très très vite. Mais ça va très très vite sans doute parce que l'information est une information sensible et que je pense que c'est pas tout à fait innocent si ce chèque fait ce trajet. Je pense pas du tout que ce soit un hasard si ce chèque arrive dans le dossier du juge Jean-Pierre. Mais pourquoi dans ce cas-là y a-t-il eu ces fuites organisées, je répète et je confirme, organisées, entre des procédures judiciaires et les médias? Pour un juge comme le juge Jean-Pierre, le fait d'accrocher le Premier ministre, c'est beaucoup mieux que la Légion d'honneur. C'est la consécration, c'est l'assurance d'être porté au nu par toute l'opposition de l'époque, parce qu'on est en campagne électorale. Je lui dis, qu'est-ce que tu vas faire? Il me dit, je sais pas, je réfléchis, c'est pour ça que je voulais avoir ton avis. Alors, je lui dis, mon avis, c'est que c'est tellement terrible qu'il faut que tu t'essayes d'en sortir tout de suite. Et je lui dis, écoute, moi je prends sur moi, je suis en mesure de t'inviter, je t'invite au journal de 20h de TF1. De toute façon, c'est dans l'actualité, hein, pour le coup, tu viens t'expliquer, et je lui dis, ça passe ou ça casse. Ou tu convaincs les gens de ta bonne foi, en disant, effectivement, ou les gens ne sont pas convaincus, et de toute façon, mais tu réagis tout de suite. Il me dit, tu crois vraiment? Bon. Et il me dit, je vais quand même demander un petit peu, on va faire venir mes collaborateurs. Enfin, nous, on conseille de le traiter relativement de façon banale, notamment au regard du fait que cette affaire a déjà été connue. Deuxièmement, que c'est une affaire qui paraît, les argumentaires ont été donnés. Et ensuite, que c'est une polémique de campagne qui monte, entre autres. Pierre Bérégovoy n'ira pas à la télévision. En fin d'après-midi, Matignon fait publier par l'AFP une mise au point reprise le soir même par le Premier ministre face aux journalistes qui l'assaillent à la sortie de son ministère. Il s'en tiendra à cette ligne de défense tout au long de l'affaire. Ayant respecté la loi et ayant assuré la transparence de ce prêt, je n'ai pas d'autres commentaires. Après avoir été ministre des Affaires sociales, ministre des Finances, secrétaire général de l'Élysée, il devient Premier ministre et on lui fait une querelle pour un appartement. Pardonnez-moi, s'il avait voulu. Là, il a été le patron des assurances en étant ministre des Finances. Il a été le patron de la mutualité en étant ministre des Affaires sociales. Il a été le patron de la sécurité sociale. Hein, il avait tout ça en tutelle. S'il avait voulu un appartement dans Paris, pardonnez-moi, hein, c'eût été facile. Hein. Il aurait pu avoir un bel appartement. Le patrimoine des 3 organismes dont je viens de parler est tel sur Paris qu'il aurait très bien pu... Bon, il n'a jamais joué à ça. Jamais joué à ça. Le 3 mars au matin, avant le Conseil des ministres, Pierre Bérégovoy propose sa démission à François Mitterrand. Le président la refuse et conseille à son Premier ministre de minimiser l'affaire qu'il attribue à un complot de la droite. De retour à Matignon à l'heure du déjeuner, Pierre Bérégovoy apprend que dans le cadre de son enquête, Thierry Jean-Pierre vient d'entendre les fils Pelat sur la déclaration de succession de leur père. Ils ont confessé que Pierre Bérégovoy avait remboursé le fameux prêt pour moitié avec un chèque de 500 000 francs et le reste au moyen d'objets de valeur et de livres anciens. Ce qui semble leur avoir été suggéré par Michel Charasse et qui effectivement met Pierre Bérégovoy en situation de ne pas pouvoir se défendre. Nous avions des photos de son domicile et elles avaient été faites au grand angle il y a quelques temps auparavant par un photographe. Et nous regardons les photos, on ne voit aucun livre. Donc tout ça, c'est n'importe quoi. Et là, c'est un coup qui est encore plus tragique que l'affaire en elle-même, parce que évidemment que ça sent le mensonge absolu. Après le Canard enchaîné, Pierre Bérégovoy doit subir le même jour la charge du Monde. La violence des attaques d'Edoui Plenel ne laisse aucune porte de sortie au Premier ministre. Bon, comment dire, Pierre Bérégovoy, j'essaye de plaider son honnêteté, j'essaye de comprendre l'énigme dans laquelle moi, enquêteur, je me suis trouvé. C'est-à-dire le politique Pierre Bérégovoy, qui n'est pas né de la dernière pluie, qui dénonce la corruption à l'Assemblée. C'est son discours de Premier ministre, d'investiture de Premier ministre. Donc normalement, il sait qu'il a ce reste d'un fil, d'une histoire ancienne, il doit l'effacer. Il suffit de rembourser le prêt. L'énigme pour moi, c'est que ce prêt, il ne le rembourse pas.
Et donc, à ce moment-là, ce prêt devient en fait une sorte de don masqué en prêt. Bon. Et là, du coup, Pierre Bérégovoy est rattrapé comme une main qui taperait sur son épaule par un passé dont peut-être il veut se défaire par son discours sur la corruption, mais il tape sur son épaule. Il dit « Mais tu l'as avec moi, ce passé ». Il aurait remboursé. Le juge Jean-Pierre aurait trouvé trace de ce prêt. Et Pierre Bérégovoy aurait dit « Mais écoutez, je l'ai remboursé en 89, il n'y avait plus rien ». Le 15 février, le ministère de la Justice signifie au juge Thierry Jean-Pierre qu'il n'a pas à enquêter sur le Premier ministre, son prêt ayant été contracté en toute légalité. Cette intervention maladroite met encore plus Pierre Bérégovoy en porte-à-faux. Il est trop tard. Dans la presse, c'est l'engrenage des accusations. L'affaire du complexe hôtelier nord-coréen est confondue avec celle du prêt Pelat, présentée comme la contrepartie financière d'une intervention de Pierre Bérégovoy lorsqu'il était le ministre des Finances de Laurent Fabius en 1985. La caractéristique, c'est pas qu'on dise à ce moment-là Pierre Bérégovoy a reçu un prêt, a bénéficié d'un prêt de la part de telle ou telle personne. La caractéristique de ce qui sort, c'est qu'il l'a reçu en échange de quelque chose. Ce qui est quand même typiquement la définition de la corruption. Donc l'attaque à ce moment-là est une attaque de corruption. Non pas d'une relation privilégiée avec quelqu'un qui pourrait se fonder sur une amitié, mais il y a eu échange. Donc il y a eu corruption. C'est cette attaque-là qui est portée à ce moment-là. C'est ça la différence de nature entre la rumeur d'un côté et les articles qui apparaissent et les informations qui sont diffusées, en particulier à partir du travail du juge Jean-Pierre. Les attaques persistent. Pierre Bérégovoy doit continuer à se justifier. Je ne vois pas pourquoi je serais convoqué par le juge, mais si je devais être convoqué, j'irais l'esprit tranquille. J'ai accepté ce prêt sans intérêt parce qu'il m'était proposé par un ami, ce qui prouvait que je n'avais pas, disons, les moyens d'acheter mon appartement aisément. Cela étant, j'étais à l'époque, permettez-moi de le rappeler, député de l'opposition, je ne pouvais dispenser aucune faveur. Et je le répète, jamais M. Pelat ne m'a demandé quoi que ce soit. À Matignon comme aux finances, ses collaborateurs estiment que le Premier ministre se défend trop mollement face à ces attaques de corruption. Contre son avis, Marc-Antoine Hautemans, son directeur de cabinet, et Michel Sapin, son ministre des Finances, décident de contre-attaquer en rendant public des documents qui font la preuve qu'il n'existe aucun lien entre le prêt de Roger Patrice Pelat et l'affaire coréenne. On le regarde, et puis on regarde ce qu'il y a écrit dans le dossier. Et dans le dossier, il y a tous les documents qui permettent de montrer que Pierre Bérégovoy n'était pas favorable à l'opération, s'est même opposé en tant que ministre des Finances, c'était d'ailleurs un peu dans son rôle, à ce qui était un risque pour la France, et donc éventuellement une dépense future pour le budget de la France, et qu'il a perdu dans cette affaire. C'est ça que certains d'entre nous, moi-même, ont voulu faire savoir à l'extérieur. Et Hautemans me dit, venez me voir. Donc je saute dans un taxi et j'arrive à Matignon. Et donc je vous ai décrit la scène où je vois Bérégovoy complètement atteint, atone, perdu. Et Hautemans me dit, écoutez, on nous tire dessus une fois de plus, enfin on lui tire dessus une fois de plus. Voilà le document qui prouve qu'il n'a pas aidé à toucher des commissions sur ce marché coréen pour créer ce complexe hôtelier. Et voilà cette lettre qu'il a signée. Et vous voyez que dans la marge, il a même écrit de sa main, avec son stylo Waterman, toujours plus, parce que c'est vrai qu'il a compris qu'il y a un certain nombre de gens qui gravitent dans l'entourage de l'État et qui veulent toujours se servir sur la bête et toucher des commissions. Et lui, ça commence à l'exaspérer. Donc on voit là qu'il est honnête. Mais c'est déjà trop tard, la machine est lancée. Trop de gens veulent la mort de Bérégovoy. Je ne dis pas la mort physique, mais ils veulent l'atteindre parce que c'est le maillon faible du gouvernement de François Mitterrand, et ils savent qu'en atteignant l'honneur de Béret, ils vont atteindre François Mitterrand. Début mars, le Premier ministre est à nouveau sur la sellette.
il doit répondre à une grossière provocation, les déclarations de patrimoine des ministres du gouvernement Rocard, dont la sienne, ont été volées à l'Assemblée nationale. C'est tout à fait ridicule parce qu'une déclaration de patrimoine à l'Assemblée, il y a des doubles qui sont ailleurs, qui sont je ne sais plus dans quelle institution. Enfin, toujours est-il que François, à l'époque, avait titré, je m'en souviens très bien, le ministère de la Chambre rose. Et on laissait entendre que Pierre Bérégovoy avait payé quelqu'un pour voler sa déclaration de patrimoine dans le coffre-fort de l'Assemblée nationale. Vol à l'Assemblée nationale. Campagne d'insinuation. Nous sommes en présence d'une machination comme on en a déjà connu, malheureusement, dans le passé. Ce délit et ces calomnies sont des actes odieux. De telles méthodes sont révoltantes et constituent un danger pour notre démocratie. Je demande qu'elles soient combattues avec la plus extrême vigueur par tous ceux et toutes celles qui sont attachés à la dignité de la vie publique. Je vous remercie. Pierre Bérégovoy est au centre de toutes les attaques. Devant leur violence, François Mitterrand, étonnamment silencieux jusqu'alors, se décide enfin à défendre son Premier ministre. Écoutez-moi, un ministre des Finances qui est depuis plusieurs années au gouvernement et qui, pour acheter un appartement, a besoin d'emprunter, c'est pas si mal que ça, croyez-moi. J'en connais d'autres qui ont de quoi. Quand il s'agit d'un homme intègre comme lui, moi, j'éprouve comme une sorte de souffrance à le voir mettre en cause. Surtout pour une affaire légale, du début à la fin, légale. On peut dire qu'il aurait peut-être pu payer des intérêts. Alors, ils sont arrangés puisqu'ils étaient amis. Pour un homme qui n'a pas de moyens, qui n'a pas de trésorerie, qui n'a pas d'épargne, qui a suivi un cursus tout à fait simple dans sa vie, ouvrier, employé, puis la politique l'a propulsé là où il se trouve grâce à ses qualités. Donc, moi, je suis très indigné de la manière dont on le met en cause, car on altère sa réputation. C'était toute son image, et c'était à la fois une injuste, mais en même temps aussi toute son image qui s'écroulait, et toute sa conception à lui de l'action politique qui s'effondre. Voilà, l'homme s'effondre. Et donc un homme qui s'effondre, il réagit à l'envers. Je veux dire, il était plus lucide, il était plus distant par rapport à la chose, il était plus... voilà, il n'avait plus de capacité d'agir maîtrisée par lui-même. Pour Pierre Bérégovoy, la campagne électorale est une véritable descente aux enfers. La France compte 3 millions de chômeurs. C'est aussi sa politique qui est mise en cause. Ça a été une des campagnes les plus terribles, parce que partout où il allait, il y avait des manifestations, notamment des syndicalistes. Donc sans arrêt, on avait l'impression que ça allait être toujours, même des meetings, ça allait se terminer de façon dramatique. Moi, je l'ai vu s'égosiller pour essayer de couvrir ce brouhaha, et c'était absolument terrible. Oui, je veux bien dire halte au licenciement avec vous, à condition que vous acceptiez de m'entendre. Il y va, effectivement, et il retrouve toutes les corporations qui sont en difficulté sociale très grave et qui, effectivement, se déchaînent sur lui, puisqu'il est le seul visible dans la campagne. Mais cette campagne, on avait le sentiment on rencontrait des électeurs qui nous fuyaient, qui nous claquaient la porte au nez, on sentait que le sable nous passait entre les mains. À titre personnel, il était effondré, mais même s'il avait eu une bonne défense, je veux dire, la situation politique faisait que, de toute façon, dehors les socialistes. Dehors. Donc évidemment, comment voulez-vous avoir la possibilité, effectivement, de surnager dans cette double débâcle, si j'ose dire. Naturellement, quand on est venu pour saboter une réunion, on ne peut pas accepter le dialogue. Cela montre tout simplement qu'on n'est pas démocrate, et si par malheur vous deviez demain vous comporter comme cela dans tout le pays, alors j'aurais de sérieuses inquiétudes pour la démocratie en France. Alors oui, on l'a vu craquer. Et il arrivait effondré à son bureau, mais la machine le remontait comme un réveil. C'est-à-dire, on lui tournait la clé et on lui disait, mais là, il faut aller à tel endroit, à telle heure, faire tel discours, le papier est là. Et donc, et tous les matins, il était remis en marche par la machine de Matignon. J'ai un souvenir terrible. On faisait des réunions à Matignon pour préparer la campagne et quelques ministres autour de lui. C'était toutes les semaines. Et de semaine en semaine, je voyais le nombre de ministres, le nombre de participants qui diminuait. Et à la fin, on devait être 3 ou 4.
Et là, il a le sentiment que tout ce qu'il a fait dans sa vie militante, dans sa vie politique, dont il a voulu persuader l'opinion publique du bien fondé, va s'écrouler parce qu'on va dire, s'il a pu nous mentir sur cette affaire, il nous a menti sur le reste, y compris sur sa politique économique. Je l'accompagnais dans tous ses déplacements et on en avait beaucoup à cette période-là. Il y en avait au moins 3 par semaine. Et je me suis dit, comme ça, parce qu'on a des intuitions quand on connaît les gens, il a tellement de chagrin qu'il va somatiser. Et dans ma tête, je me suis dit, il va me faire un infarctus. Voilà, c'était ce que je m'étais dit. J'ai reçu des coups, j'espère qu'ils ne me marqueront pas. Comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, quand on a le sentiment d'avoir agi en conscience, on ne peut pas être bousculé par la calomnie. Le 28 mars 1993, au second tour des législatives, les résultats tombent comme un coup près. La gauche subit une débâcle sans précédent depuis un siècle. La droite triomphe avec 480 députés. Les socialistes sont laminés. Ils passent de 275 élus dans la législature précédente à 67 députés. La gauche, dans son ensemble, réalise son plus mauvais score en voix depuis la Libération. L'Élysée est en état de choc. À la télévision, Laurent Fabius fait un constat sans appel. Les Français ont voté. La gauche parlementaire subit une très sévère défaite. La droite domine à peu près tout. La nouvelle Assemblée nationale sera donc une chambre écrasante. Je ne crois pas que ce soit notre idéal qui a été sanctionné. Ce sont plutôt certaines de nos pratiques. En un mot, le cœur s'est éloigné. Sonné, Pierre Bérégovoy déclare à l'un de ses proches « Nous ne nous en remettrons pas ». Le 29 mars, il présente sa démission à François Mitterrand. Ce sont 20 années de fidélité et de loyauté sans faille qui se brisent. Mitterrand était impitoyable quand tout à coup quelqu'un tombait dans une ornière. C'était pas un homme facile. On a toujours dit qu'il aimait sauver les copains. Moi, je me souviens quand même de Charles Hernu, par exemple, qui était quand même un peu lâché aussi. Mais quoi qu'ait dit Mitterrand après, c'est une fausse légende. À mon avis, François Mitterrand, comme nous, lui, raisonnait froidement. Il disait, voilà, on est dans un contexte politique, il y a de nouvelles attaques, j'en ai déjà subi avant, Laurent Fabius en a subi des tombereaux, maintenant il s'attaque à Pierre Bérégovoy, ça fait partie de la vie, c'est dur, mais Pierre est un homme politique, il doit savoir supporter cela, voilà. Et ce n'était pas comme ça que le vivait Pierre Bérégovoy. Une fois que Bérégovoy n'est plus Premier ministre, on le voit errer après la perte des élections, seul dans la salle des pas perdus, et personne ne lui parle. Il vient vers n'importe quel jeune stagiaire pour essayer de lui serrer la main. Les grands journalistes se tournent élégamment, et personne ne veut lui parler. Il se sent seul et abandonné, c'est idiot à dire, mais c'est vraiment les deux termes qui conviennent. Quand il regarde quelqu'un, il se dit « Tiens, ça y est, il a changé la manière de me voir. Il ne me regarde plus comme un homme simple, qui a réussi, qui est honnête, un peu sérieux, parfois un peu triste, mais il ne me regarde plus comme ça, il me regarde comme quelqu'un qui a des questions d'argent en main. » Mais lui s'imagine, il a une réalité subjective. Pour lui, il s'imagine le problème encore beaucoup plus grave qu'il n'est. C'est-à-dire que si quelqu'un le croise sans le voir dans un couloir, il s'imagine qu'il lui en veut et qu'il lui tourne le dos. Avec son petit cigarillo, il était là, la tête baissée, en me disant « mais c'est injuste, tu ne trouves pas que c'est injuste ce qui nous arrive ?» Et je me suis rendu compte après, quand il disait « ce qui nous arrive », il pensait « ce qui m'arrive ». Tu ne trouves pas que c'est injuste ce qui nous arrive? Franchement, on a essayé de tout faire, qu'est-ce qui nous arrive? Pour aider la personne qu'on aime, on lui dit « mais non, cette affaire n'a aucune importance, mais n'y accorde pas autant d'importance, mais tu exagères, ça n'a rien à voir avec ce que tu dis ». Et à ce moment-là, un beau jour, l'intéressé se dit « bon, ben si on me dit ça, c'est qu'on ne me comprend plus ».
et que je suis donc seul à porter mon drame. Je me souviens de promenades dans Paris où il voyait des gens pauvres, des immigrés, etc. Et il disait, il faudra que ces gens-là, il faudra que je leur prouve ma bonne foi, et à ce moment-là, à nouveau, nous serons crédibles. Ils croiront, ils pourront croire en nous. Pour une absence de vigilance, il se retrouve... il ne peut plus se regarder dans la glace. Il ne peut plus se regarder dans la glace. En tout cas, il se dit, c'est pas possible. Pas moi, pas ça. Pénalement, il n'y avait rien. On ne pouvait rien judiciairement contre Bérégovoy. Il ne le croyait pas. Et puis, il le croyait d'autant moins que il pensait que les juges continuaient à tourner autour de lui, et notamment tourner autour de sa famille. Le 30 avril, Pierre Bérégovoy est à Nevers. Il a annulé tous ses rendez-vous du mois de mai. Cette ville l'a adopté. Il en est maire depuis 10 ans. Il aime s'y retrouver en famille. La veille, pour répondre aux obligations de sa magistrature, il expédie les affaires courantes. Une journée ordinaire. Le dimanche 1er mai, il préside les cérémonies de la fête du travail et reçoit une délégation de syndicalistes. Pour le vieux militant qui n'a jamais renié son passé d'ouvrier, cette date est un symbole. D'autant plus fort que le mois qui commence s'érige des rendez-vous qui ont marqué sa vie. Mais le 1er mai est aussi l'occasion de manifestations sportives et d'autres obligations pour le maire. Rien ne laisse présager du drame qui va se nouer. En fin d'après-midi, Pierre Bérégovoy doit assister à l'arrivée d'une course de canoë-kayak. Elle tarde. Il se débarrasse de son garde du corps. Il demande à son chauffeur de le conduire le long du canal de la Jonction, un lieu familier où il a l'habitude de se promener. Il s'y est fait photographier pour sa dernière affiche électorale. Là, prétextant un coup de téléphone, il s'isole. Il sait que son garde a laissé son arme de service dans la boîte à gants. Il la subtilise. Sur le chemin de halage, il se tire une balle dans la tête. Il est 18 heures. Son chauffeur et son garde du corps le retrouvent dans un coma profond. Les secours sont immédiats, mais inutiles. Son agonie prend fin à 22h15 dans l'hélicoptère qui le transporte à Paris. La France est bouleversée. Spontanément, le Paris populaire vient rendre un dernier témoignage à l'un des siens. Le 4 mai, c'est le mage officiel. Le Parti socialiste prend le train. Toutes les explications du monde ne justifieront pas qu'on ait pu livrer aux chiens l'honneur d'un homme et finalement sa vie au prix d'un double manquement de ses accusateurs aux lois fondamentales de notre République, celles qui protègent la dignité et la liberté de chacun d'entre nous. En tous les cas, il savait que c'était une manière tragique d'arrêter les choses. Et on peut toujours se penser que, puisqu'on est dans la tragédie, elle s'écrit, elle se relit, elle se commente, y compris 10 ans après. Il y avait une dégringolade, il y avait une débandade, il y avait une déconstruction. Et lui, il est là, sur la route, qui vit ça. Hein? Il y a plein de voitures qui roulent dans tous les sens, et puis finalement, il se fait écraser. Il se fait écraser en décidant d'être écrasé. Et il le fait lui-même pour être sûr de ne pas se louper. Je pense que c'est le cheminot qui a tué le Premier ministre. C'est-à-dire que je vais plus loin que l'analyse, il n'a pas supporté la campagne, qui est un élément réel de fragilisation, mais en même temps, comme c'est un homme quand même qui réfléchissait beaucoup sur ce qu'il faisait,
Et il a dû se dire, finalement, j'ai pas réussi à mériter ce qu'il croyait pouvoir mériter en faisant. Hein. Et alors, moi je sens, c'est... Peccato